Alors, le débat se poursuit hebdo show pour sa troisième partie. Bien sûr, vient de nous rejoindre Nalimène Zeggar pour sa petite... non, ça c'est pas une rubrique, c'est carrément une tranche qu'on vous a consacrée ici à hebdo show. Nalimène, hein? Bien sûr, tout à fait. Et donc, Nalimène qui va nous parler de ces distinctions qui ont été, donc, de ces femmes qui ont été honorées par le président de la République, mais également du rôle du cinéma et de l'art dont l'histoire et surtout de l'indépendance, comment elle a influencé le cinéma, la littérature et bien sûr l'art. Mais avant d'aller avec vous, permettez-nous, Nalimène, de grignoter quelque peu de votre rubrique pour aller quand même vers Maître Benbaram, parce qu'on est quand même resté sur notre fin. Justement, la question mémorielle, 60 ans ou 63 ans après, elle reste toujours une plaie béante finalement, cette histoire mémorielle, c'est surtout par rapport aux crimes coloniaux, Maître Benbaram. Tout à fait, parce que le statut de Rome du 17 juillet 98 est un texte charnière. Il est extrêmement important, parce qu'il classe d'un côté les victimes et d'un autre, je dirais, les assassins. Et les États se retrouvent dans la position d'État criminel. Le génocide, je ne partage pas du tout la réflexion qu'a fait mon ami Mohamed, parce que le génocide est apparu, comme je vous l'ai dit, lors du procès de Nuremberg. C'est l'objet même du procès. Mais le statut de Rome l'a codifié et lui a donné une assise juridique. C'est devenu un crime contre l'humanité. Et les éléments constitutifs du génocide sont cités dans le statut de Rome. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui quoi que ce soit sur le statut de Rome. C'est un crime reconnu sur le plan international. Aujourd'hui, la question est importante de savoir quel est le jeu que joue l'État colonial français. L'État actuel français. Oui. Vous savez que pour eux, on doit parler de la mémoire, mais à côté, on doit tout oublier. Donc la mémoire et l'oubli. Par contre, pour nous, on dit oui pour la mémoire, mais la mémoire sans l'oubli. Et c'est pour ça que nos travaux doivent continuer et être plus... Alors la question mémorielle dont ils parlent tant, en fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Pourquoi pour eux? Parce que vous allez constater que chaque fois qu'il y a des élections, il y a la danse des canards. Vous voyez tous ces présidents qui viennent en Algérie nous faire la cour, n'est-ce pas? Et ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Par des discours, n'est-ce pas, mirobolants. Et on va vous dire, oui, c'est vrai, un président dira crime contre l'humanité, Macron, je vais régler le problème. Celui qui était avant, crime inexcusable. Rapidement. Et je vais régler l'affaire dès que je serai président. Mais en fait, la question mémorielle, c'est eux qui l'exploitent. Nous, on demande une reconnaissance de notre histoire et une mémoire juste, ni plus ni moins. Merci beaucoup d'être précise et concis surtout. Merci beaucoup, Maître Benbaram. Comme ça, Nalimène ne va pas se fâcher. En tous les cas, ça. Alors, Nalimène, cette semaine et surtout avant-hier, le président quand même a donc honoré 3 femmes générales. C'est une distinction qui n'est pas des moindres et c'est très important, surtout lorsqu'on connaît le statut de la femme aujourd'hui en Algérie, qui est donc en pleine évolution et que la femme a toujours eu toute sa place. Exactement, Léla. Cette année, comme chaque année, cette date du 5 juillet représente un moment de reconnaissance pour les forces armées algériennes, pour ces hommes et femmes qui veillent sur notre souveraineté. Et cette année, le président Abdelmadjid Tebboune a élevé plusieurs femmes au grade de général au sein de l'armée nationale populaire. Une décision qui est inédite de par son ampleur et qui marque une étape décisive dans l'histoire militaire algérienne où les femmes accèdent désormais massivement au plus haut échelon de commandement. On le voit sur ces images, c'était lors de la cérémonie annuelle de sortie des promotions militaires organisée à l'école militaire de Cherchell, une séquence qui a été largement reliée par les médias et en particulier sur les réseaux sociaux et qui illustre surtout la volonté de l'État d'élargir la place des femmes dans l'appareil sécuritaire et l'Algérie qui avait déjà marqué l'histoire en 2009 en devenant le premier État arabe et maghrébin à promouvoir une femme au grade de général. Il s'agissait à l'époque du docteur Fatima Zahra Arjoun, médecin
militaire et chef de l'hôpital central des armées, symbole donc de la reconnaissance par le président, mais aussi par l'état de l'engagement féminin. Maître Ben Brahim, les femmes qui ont, depuis la guerre de libération, toujours joué un rôle clé dans la construction de l'Algérie, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je suis très, très fière de voir toutes ces femmes magnifiques accéder au grade de général. J'en connais certaines et vraiment elles sont admirables. Bravo pour la femme algérienne. Madame Ben Brahim, l'AMP est la digne héritière de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Je voulais rendre hommage, puisque Nalima nous a ouvert la porte, pour rendre hommage à beaucoup de femmes qui ont milité durant la guerre de libération nationale. Vous avez cité Jamila Poupacha, une femme qui a été torturée. Je citerai Baya Hussein, condamné à mort à 16 ans. Je citerai Dior Akrour, condamné à mort à 17 ans. Je citerai Shaib Dzaïr, qui est la première martyre de la guerre de libération nationale, morte à 19 ans dans les montagnes de Khachla. Je citerai Jamila Bouazza, Menim Bouatoura, Zulikha Oudey, qui a cherché... Zulikha Oudey, qui avait le grade de militaire. De militaire, la absolument. Première femme. Et qui a été atrocement tuée dans la région de Cherchel. Il y a aussi Jamila Bouhired, Anne Steiner, Jacqueline Garouch, et vous-même, parce que vous avez perdu votre père durant la guerre de la bataille d'Alger, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez gardé un souvenir de ce père Il y a peut-être un nom qui n'est pas oublié important pour la diaspora. Je citerai quelques noms. Hein, mais là, ça n'a pas tant. La plus jeune, c'était Fatima Bédard, Oui, qui est assassinée par fait, la police française le 17 octobre. 17 octobre 1961, oui. Voilà, Bien donc le oui, 5 c'est vrai juillet que je me 62. rappelle de mon père, mais vous ne pouvez pas savoir combien je suis fière d'avoir donné mon père pour ce pays, pour que je puisse vivre libre et que toutes les femmes et tous les hommes de ce pays puissent vivre libre. Je suis extrêmement fière. Je vous annonce simplement que mon père est un disparu de la bataille d'Alger et je viens de retrouver sa trace depuis que mon père a disparu. J'ai toujours eu l'image de mon père et aujourd'hui, je peux faire mon deuil. Allah Je sais comment il Allah va. yarham shuhada. Et vous savez, Maître Ben Brahim, depuis le 5 juillet 62, les Algériens n'ont pas seulement libéré leurs terres, ils ont aussi libéré leurs esprits, leurs voix et leurs cœurs, car oui, l'indépendance de l'Algérie a donné naissance à une véritable renaissance culturelle. C'est ce qui fait que aujourd'hui, l'Algérie est un pays riche de sa culture, une culture qui s'est exportée aux quatre coins du monde. Et l'un des symboles de cette puissance post-coloniale, c'était tout d'abord et avant tout, on le sait, c'est le cinéma. Que dire de ce cinéma algérien né dans le maquis, synonyme de révolution et de liberté? Souvenez-vous, après l'indépendance, le jeune État algérien, dans les années 60 et 70, a fait du cinéma un outil de souveraineté culturelle, films historiques, fresques épiques, témoignages de lutte. L'Algérie s'est racontée à elle-même et au monde entier avec des chefs-d'œuvre devenus légendaires. On a par exemple le Chronique des années de Braise, de Mohamed Ghadar Hamine, Allah yarhamou, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Palme d'Or au Festival de Cannes en 75, ou encore La Bataille d'Alger, comme vous venez de le dire, un chef-d'œuvre politique qui était interdit de diffusion pendant longtemps en France parce que justement à l'époque ça dérangeait de raconter la vérité sur la lutte du peuple algérien, et ça dérange toujours. Bref, le cinéma algérien s'est donc affirmé comme le miroir d'une nation héroïque et fière de son combat, et que dire aussi de la littérature, cette arme silencieuse du verbe algérien, Katb Yassine, Assia Djebbour, Mouloud Faraoun et bien d'autres qui ont marqué ont marqué la littérature algérienne d'une pierre blanche en écrivant la complexité de l'identité algérienne entre mémoire coloniale, souffrance et tradition. L'indépendance a également permis aux Algériens de s'approprier l'écriture en langue arabe, en langue berbère et aussi en langue française, mais toujours dans un esprit qui était profondément algérien. Et il y a aussi la musique. Libérée du joug colonial, la chanson algérienne est devenue porteuse d'identité et de mémoire de Dahma al-Harachi, Mohamed El-Hajj Al-Anqa, Matoub Lounes, Warda Al-Jazairiya et Idir, des grands noms qui ont chanté leur terre, leur langue, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. La musique Shabi, Kabyle ou Gnawi, encore la musique Raï, qui a été classée en 2022 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Toutes ces expressions sont devenues le fil d'un tissu, celui d'une Algérie riche de ses racines et ouverte sur le monde, comme quoi
Si l'indépendance a été conquise en 62, sa véritable portée continue de s'écrire aujourd'hui. D'ailleurs, on peut dire que les arts, oui, justement, les arts tels que le cinéma ou encore le théâtre ont été les instigateurs d'une nouvelle conscience collective, n'est-ce pas, Faisal? Absolument, le théâtre, parce que Abdelhalim Raïs, qui est le fondateur de la troupe du FLN, en 1958 à Tunis, avait fait une grande pièce de théâtre qui a fait le tour du monde, Les enfants de la Casbah, et qui a fait connaître aussi le combat libérateur des Algériens. Parce que l'intelligence de la guerre de libération, l'intelligence de la révolution algérienne, c'est qu'elle n'a pas utilisé uniquement que les armes ou le discours politique. Il y a eu la diplomatie, il y a eu le football, on parlait tout à l'heure de la Coupe d'Algérie, de la glorieuse équipe du FLN. Il y a eu le cinéma hébreu, comme le disait Nalimen, est né dans le maquis. Il y a eu Jamal Chenderli, Pierre Clément, René Vautier, Mohamed Ghadar Hamina, Ahmed Rachdi, tous ces hommes qui ont fait du cinéma algérien, qui ont fait connaître le combat libérateur des Algériens et aussi la littérature, parce que le colonialisme, on parlait de la colonisation du peuplement, a fait en sorte d'effacer la culture, l'identité, la langue, etc. Il y a eu des artistes qui se sont regroupés, qui ont voyagé à l'étranger, dans les pays de l'Europe de l'Est, notamment en Asie, pour que le monde sache qu'il y a eu effectivement Mohamed Boudia, absolument, qui a été un martyr de la cause palestinienne, qui a été assassiné par le Mossad sioniste, et d'autres hommes et femmes qui ont donc effectivement lutté à travers l'art, à travers la littérature, à travers la culture, et qui continuent de le faire pour l'Algérie indépendante. Voilà, et si la culture a été un pilier de notre identité post-indépendance, certains, bien avant 1962, ont compris que l'art sous toutes ses formes pouvait servir la cause nationale, même un ballon pouvait devenir un drapeau. Je parle là de la dizaine de footballeurs professionnels algériens qui ont décidé de quitter en secret leur club français où ils brillaient pour rejoindre le FLN avec un seul objectif, former une équipe qui portera la voix de l'Algérie libre à l'international. Rachid Makhloufi, Mustafa Zitouni, Abdelhamid Kermali, ces noms entre dans l'histoire. L'équipe du FLN a disputé en gros plus de 80 matchs à travers le monde face à des sélections amies en Asie, en Afrique, dans les pays du bloc de l'Est. Et ils ont marqué des buts, certes, mais ils ont surtout marqué des esprits. Chaque victoire était une manière pour eux de faire exister l'Algérie sur la scène internationale, alors même que l'indépendance n'était pas encore acquise. Mehdi, on peut dire finalement que ces hommes ont prouvé que le sport pouvait être une forme de lutte, mais surtout un outil de diplomatie. C'était des ambassadeurs de l'Algérie qui étaient sous le joug colonial, et ils ont été les plus beaux ambassadeurs de l'Algérie à l'étranger. Ils ont refusé, ils ont sacrifié leur carrière, ils ont sacrifié leur vie pour rentrer et pour défendre l'équipe du FLN. Lors du match tout à l'heure de la finale de la Coupe d'Algérie, on a eu justement un membre de cette équipe prestigieuse qui était parmi nous, Sima Aouch, et c'est quelque chose d'exceptionnel de voir des personnes comme ça qui ont fait grandir l'Algérie, qui ont tout sacrifié pour l'Algérie. Il faut savoir aussi qu'ils ont gâché leur carrière, entre guillemets, étrangère, européenne, pour l'appel du pays, et ils n'ont pas regretté une seule seconde. Et encore une fois, pour moi, ce sont les plus beaux ambassadeurs que l'Algérie a pu avoir dans le domaine sportif. D'où l'importance de la diplomatie alternative, Badis Khnissa. Tout à fait. C'est une diplomatie parallèle, effectivement, avec des ambassadeurs silencieux, mais par contre, qui s'expriment sur les arènes internationales à travers le sport. D'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui disait que le sport change le monde. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut rendre hommage à ces personnages, à ces, je dirais, leviers qui se sont engagés d'une manière patriotique sans fusil, mais à travers le sport, et qui ont parfois même réussi à faire bouger les lignes, des lignes diplomatiques, là où peut-être les politiques n'ont pas su le faire. Et bien effectivement, le sport est universel, c'est un langage universel, et qui plus est quand il est mis à profit d'une cause juste, une cause noble, qui est celle de l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai qu'ils ont mis de côté leur carrière, ils n'ont pas hésité un seul instant à répondre à l'appel, parce qu'il faut le faire. Ils n'ont pas mis de côté leur carrière, ils ont sacrifié leur carrière. Et ils étaient au sommet du football mondial, et ils ont sacrifié leur carrière pour l'équipe du FLN. Merci. Rachid Makhloufi qui nous a quittés à la fin de tout à l'heure l'année était là, et je derrière peux te dire qu'il était très content d'être à la finale de la Coupe d'Algérie. C'est l'un des derniers. C'est l'un des derniers, il a été accueilli justement par Monsieur le Président de la République. Et c'est quelque chose d'exceptionnel que de voir M. Maouch à une finale de la Coupe d'Algérie entre l'USMA et CRB. C'est toute une symbolique. C'est des la continuité des générations. Exactement. Monsieur, oui, allez-y, Ben Voilà, parce que juste avant de concernant conclure, la littérature. Vous savez que l'hymne national a été écrit par Moufdi Zakaria en prison à Barberousse. En effet, oui. Eh bien, c'est Maître Hadj Hamou
qu'il a sorti clandestinement et donc c'est un texte fondamental que nous écoutons aujourd'hui avec énormément de plaisir. Composé par l'Égyptien Mohamed Fawzi. La musique, mais le poème Moufti Zakaria, c'est Maître Hadj Hammou qui l'a sorti. قسما بالنازلات الماحقات. Voilà. En tous les cas, nous restons toujours fidèles à cet appel de la patrie, du cœur et de la nation. Merci. Oui, allez-y. On vous a pas beaucoup entendu, donc je vous donne quand même la parole. C'est un grand plaisir et je laisse effectivement les experts. Effectivement. C'est vrai. Moi, je conclure avec une phrase très importante puisqu'on fait le parallèle d'analogie entre le passé, le présent et surtout l'avenir. Quand on parle de mémoire, Kateb Yassine disait que la mémoire est un champ de bataille. C'est un champ de bataille perpétuel dans lequel nous devons travailler avec les générations futures pour justement pouvoir construire ces ponts, mais surtout pérenniser cette mémoire, qu'elle puisse être vivante. Exactement. Et je conclurai par contre sur le passé colonial de la France. Ce n'est pas une question franco-française, c'est une question de justice universelle. Et c'est ça où la France devrait s'attarder davantage. Et là, je pointe sur le double discours notamment et les 2 poids 2 mesures notamment de la France d'aujourd'hui. Je reprends Jacques Chirac qui évoquait effectivement à l'époque que le crime ne devrait pas être effacé, il fait partie de notre histoire. En parlant de la Shoah, je pense qu'il est temps que la France regarde son histoire. Merci Badi Srnissa. Merci.